Et retour sur le plateau de Sortez-moi de là pour cette troisième partie avec Delphine Bruyère. Évidemment, merci d'être avec moi et de avec participer plaisir. activement à cette émission. On va parler évidemment de cette saga d'ouvrages, Les aventures de Lisa Delalande, journaliste et hors-la-loi, dont le 4e tome. Il est là, Les méandres de la vipère est sorti il y a quelques mois. On s'arrêtera évidemment sur vous et sur ces ouvrages. Mais en troisième partie, on s'arrête, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe. Et ce soir, on va s'arrêter avec vous, Martin. Bonsoir, Martin Coutier. Vous êtes créateur de mode et vous allez lancer votre nouvelle marque, première marque de vêtements spécialisée dans les hommes. Ça s'appelle Aimant. Et il y aura un défilé qui aura lieu notamment le samedi 25 novembre à partir de 18h30 au Spot du Mans. Line Fournier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes auteur, vous aussi, et vous lancez une cagnotte en ligne pour la parution d'un roman à Pâques 2018. Et ce n'est pas une date que vous avez choisie comme ça au hasard, puisque c'est un ouvrage original qui raconte l'histoire du territoire sarthois à travers le chocolat. On va en savoir un peu plus dans quelques instants. Et je vois que vous avez déjà le chocolat, ça y est, Fernand Lejar réagit. On parlera avec vous, cher Fernand, bonsoir. On parlera patois évidemment comme régulièrement sur le plateau de Sortez-moi de là. Et on parlera du mot sartais, je crois, notamment. Notamment, mais pas que ça. Allez, on commence avec le passionné de la semaine. Et Martin, c'est vous mon passionné de la semaine. On va parler de ce lancement de cette nouvelle marque de vêtements spécialisée dans l'homme qui s'appelle Aimant. Déjà, votre parcours, c'est quoi? Comment on fait pour devenir créateur de mode? Comment on fait pour devenir créateur de mode? Moi, j'ai fait un bac général comme tout le monde. Sauf que passionné d'art et de mode, j'ai décidé de partir sur Paris pour faire des études d'art et me spécialiser ensuite dans la mode. Donc je suis passé par le textile, en passant par l'école Olivier de Serres. Ensuite je suis allé à Condé pour faire un BTS mode. Donc c'est quoi Condé? C'est une école... L'école de Condé, ouais, voilà, c'est une école... Une grande école de... Moi je connais pas, mais une grande école de mode, c'est ça? Alors l'école de Condé, c'est une école privée de mode. D'accord. Et puis l'école l'ENSAMA Olivier de Serres, par contre, ça fait partie des grandes écoles d'art appliqué. Et puis vous avez participé à la couveuse au Mans, c'est ça? C'est une aide financière et en termes d'organisation de la part de la ville du Mans. Voilà, c'est ça. En fait, c'était un petit concours à passer. Et après la sélection, en fait, j'ai eu des soutiens financiers notamment, mais on m'a aussi mis en relation avec la fabrique à entreprendre. Donc, pour lancer des petites démarches, maintenant, ma marque du coup est déposée, elle m'appartient, ce genre de petites choses, quoi. Donc, cette marque, c'est Aimant. Ça va être proposé le samedi 25 novembre au Spot. Vous réalisez donc votre première collection. Donc, cet événement, ça va être une co-organisation avec 3 autres créatrices. Oui, c'est ça. Donc pour ma part, c'est ma première collection officielle, on va dire, pour la marque Aimant. Et ensuite, il y aura 2 autres créatrices sartoises et une autre nantaise. Le thème de la soirée, c'est les 4 éléments. Donc en fait, on a un défilé par élément. Lisa Delalande, elle s'intéresse à la mode, c'est important pour elle? Complètement, ouais. Surtout dans le premier tome, elle est très portée sur la mode. Et pour son auteur aussi, c'est important la mode? Un peu moins. Un peu moins. Vous viendrez découvrir cette création pour les âmes, évidemment. Alors, c'est quoi la spécificité de votre travail à vous? Vous travaillez notamment sur ces plastrons siliconés que vous nous avez emmenés. Delphine, vous en avez un, j'en ai un. On peut en passer un aussi, évidemment, à Fernand. C'est quoi du coup? Donc c'est du silicone tout simplement? Oui, voilà, c'est du silicone tout simplement que j'ai teint, que j'ai mélangé, voilà, j'ai texturé. En fait, le silicone, c'est une matière qui m'a attiré par son toucher, par la manière qu'on a de la travailler. Donc j'essaie de l'utiliser dans le vêtement. Là, c'était une petite collection capsule de plastron pour faire un petit shooting photo comme on peut voir à l'écran. Mais c'est pas que ça, il y a aussi d'autres choses. Non, bien sûr. La collection, c'est assez quand même féminin pour l'homme et japonisant. Oui, c'est plutôt japonisant puisque je travaille des formes assez amples et vaporeuses et donc on retrouve un peu des jupes culottes. Ça ressort très asiatique, pardon, en fait. Avec beaucoup de plissés aussi. Donc vous allez proposer 23 looks, c'est ça? Différents? 23 looks différents. Sur la thématique ou sur l'eau, c'est ça? Je travaille sur l'eau. En fait, ce thème, c'est venu tout simplement parce que la vie est née de l'eau. Et je me suis dit, pourquoi pas la vie de ma marque naîtrait dans l'eau elle aussi. Donc, comme c'est un thème en plus qui me plaît, l'univers aquatique, ça me plaisait de travailler ce thème. Bon, et ben on ira découvrir ça évidemment le 25 novembre prochain. On peut vous suivre sur Instagram, on va mettre l'adresse évidemment pour voir tout votre travail. Est-ce que vous aimez le chocolat?
J'adore le chocolat. Vous adorez le chocolat. Et bien là, vous allez lire et vous allez apprécier le chocolat en même temps. C'est la Sarthe vue par. Bon, Eline, vous aimez la mode aussi? Oui. Échange de bons procédés. Alors vous êtes là pour cet ouvrage Être chocolaté, la Sarthe autour d'une intrigue de chocolat, et vous avez lancé une cagnotte sur internet pour la parution de ce roman à Pâques 2018. Comment on arrive à écrire un ouvrage sur la Sarthe, le chocolat et surtout pour lier l'ensemble? C'est tout un art. En fait, sur la Sarthe, il y a un passé industriel autour du chocolat. On ne sait pas où il est et je le garde secret comme ça. Vous n'avez même pas voulu me le dire, c'est vrai. C'est ça. Une ancienne usine du coup désaffectée qui fabriquait du chocolat. Qui fabriquait du chocolat et aussi du lait concentré sucré. Donc certains doivent savoir, faire dans le Jard qui connaît très bien la Sarthe, je suis sûr qu'il a déjà quelques pistes. Moi, mon parcours, j'ai travaillé en restauration, je suis partie en Suisse et j'ai visité en fait une usine qui produit du chocolat et du lait concentré sucré. Alors ce roman, le récit se déroule au début des années 80 à Brulon, dans une ferme au nom qui s'appelle bien ici, donc en principe on y est bien, sauf que l'exploitant et son fils vont s'opposer sur l'utilisation de pesticides. Le fils, Charles, décide de quitter l'exploitation. Se mettre à la porte, quasiment. Se mettre à la porte, ouais, plutôt. Et donc il part au Mexique. Il part au Mexique, en fait c'est le hasard qui décide qu'il va partir au Mexique et sa grand-mère qui habite à Saint-Léonard-des-Bois lui parlait beaucoup des histoires des fèves de cacao et finalement il va arriver au Mexique et il va rencontrer un Sartois qui habite à Jupille. De rencontre en rencontre, il va comprendre que les pesticides c'est pas ça et puis au fur et à mesure de l'histoire on découvre on découvre sa vie, on découvre qu'il rencontre une femme qui est mexicaine et au fur et à mesure, on arrive au lieu de l'usine. Alors vous m'avez dit cet ouvrage, c'est une aventure collective. Vous m'avez envoyé les 2 premiers chapitres. C'est ça. On n'a pas la suite, mais du coup, vous l'avez fait lire, relire. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une écriture collaborative. En fait, j'ai voulu que l'histoire, elle soit vraie, authentique, mais sur tous les territoires où les personnages les personnages sont. Donc, je l'ai fait lire avec des gens qui sont du Mexique, je l'ai fait lire avec des Suisses et je l'ai fait lire avec des Sartois. Et aussi un peu des Ivoiriens, parce qu'on arrive un peu en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser évidemment à Delphine. Delphine, quand on voit une jeune demoiselle qui écrit son premier roman, évidemment, ça vous évoque des choses. C'est important, évidemment, de faire relire, de faire participer les autres dans cette aventure qui est un roman ou un ouvrage tout court. Ouais. C'est essentiel. Un livre, ça s'écrit jamais tout seul, en fait. On a besoin de l'avis des autres. Moi, je l'ai retravaillé énormément suite à des avis. Et heureusement qu'on m'en a donné des avis. Oui, parce qu'en fait, on est dans l'histoire et puis à un moment donné, on peut se perdre. Et le fait d'avoir des regards extérieurs, ça permet de recentrer l'histoire. Et je me suis amusée aussi avec l'histoire du territoire sartois, mais qui n'est pas seulement du chocolat, puisque Brulon, je l'ai basé à Brulon parce que c'est le berceau de la télécommunication, donc on parle beaucoup d'être connecté. Donc on redécouvre l'histoire du territoire sartois, mais avec des choses grâce au chocolat. Bon, à découvrir. Alors, si on veut découvrir cet ouvrage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a cette cagnotte en ligne qui a été lancée sur Litchi. Un coup de pouce nécessaire. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas encore lancé sur les maisons d'édition, donc je parle plus sur l'auto-édition. Et ça coûte un petit peu, donc ça coûte 750 €. Et j'ai déjà récolté 310 €, donc c'est déjà pas mal. Donc on est à la moitié. Et puis l'objectif, c'est qu'ils sortent à Pâques 2018, puisque Pâques et le chocolat, ça fonctionne. En tout cas, s'il sort, vous viendrez évidemment sur le plateau pour nous le présenter. Je sais que j'ai déjà un comité de lecteurs assez vaste, parce que ça va de la Russie à la Suisse, à l'Angleterre, et à la France. Mais c'est vrai que pour ça, on se dit, lançons une cagnotte en ligne pour lancer une auto-édition qui permette de diffuser le roman, mais au-delà des frontières de la Sarthe. Pour faire découvrir la Sarthe. Oui, je vois le concept évidemment, mais le principal c'est de parler évidemment de notre chère terre sartoise qu'on aime beaucoup. Oui. Donc rendez-vous évidemment sur le site litchi.com, c'est ça, on tape roman Sarthe chocolat et on va évidemment pouvoir vous trouver à ce moment-là et puis donner si vous le souhaitez évidemment pour la sortie de cet ouvrage et j'en suis sûr qu'il va sortir et qu'on va vous recevoir évidemment dans certains mois de là. Dans quelques mois à Pâques, on n'y est pas encore puisque Noël n'est pas encore passé. Lynn, est-ce que vous maîtrisez le patois sartois? Pas
du tout. Pas du tout. Allez, on va essayer de le maîtriser un petit peu avec le patois de la semaine. Et ce soir, Fernand va proposer différents termes. On va vous proposer différents termes. Delphine, vous êtes mon invité d'honneur, je vais vous laisser choisir. Vous allez voir 4 mots qui vont apparaître. Vous allez choisir le mot que vous voulez. Et puis Fernand sera là évidemment pour nous faire vivre cette langue d'œil. C'est ça? C'est tout à fait ça. Delphine, est-ce qu'il y a un mot qui vous parle un peu plus sur les 4? Aster, je l'ai souvent Aster. Aster. Alors Aster? Aster, oui, parce que c'est un mot qui est encore énormément usité. C'est une locution adverbiale, qui veut dire maintenant, mais qui veut surtout dire à cette heure. Alors, on l'emploie pas très bien quelquefois, comme on va dire au jour d'Aster. C'est un petit peu comme lorsqu'on dit au jour d'aujourd'hui. Et non, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Là, c'est pareil. C'est un petit peu. On parle mal le patois quand on dit ça. On réduit pas le à 7 heures à Aster? Non, c'est pas une contraction? Non, à 7 heures. Alors, quand on veut parler plus précisément, si on veut dire, on part là dans l'instant, on va le dire différemment. On va pas le dire, on va dire bon, on va pas dire on part à cette heure, mais on va dire plutôt, parce qu'on va se partir un petit peu plus loin, on va dire on va partir à nuister, à nuister là. Bien. Pas très usité. Moi, je me souviens de mon grand-père qui disait ça souvent, mais je ne l'ai pas beaucoup entendu par la suite. Lynn, je vais vous laisser choisir un deuxième mot. Oui. À nuit. À nuit. Alors à nuit, ça aussi, c'est encore un terme que l'on emploie encore assez souvent aujourd'hui à nuit. Alors à nuit, pourquoi à nuit? C'est à, plus loin, on peut, nuit. Nuit. Alors tout simplement parce que c'est à nuit a une origine germanique et non pas latine, comme certains le pensent. Mais j'ai bien cherché, et vraiment l'origine est germanique, c'est une origine celte. Ça nous arrive de nos grands ancêtres, n'est-ce pas? Où ils disaient aussi anouette ou enuit. Et ça voulait dire la même chose. Ça voulait dire la même chose. Ça veut dire là, ça veut dire aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui. Anuit, aujourd'hui. À nuit. Alors, ça a donné nuitamment. Alors, nuitamment, ça veut dire tomber de la nuit. On ne l'emploie plus dans son véritable terme. Et à nuit, ça veut dire une nuitée, ou une nuitée, c'est la durée de la nuit. Une nuitée. Et on l'emploie encore énormément chez les hôteliers. Chez les hôteliers, on vous demandait combien vous allez prendre de nuitée. Et ça, vraisemblablement donné annuité. Exactement. Vraisemblablement. On parle d'annuité. Je n'en suis pas certain parce que j'ai rien trouvé dans ce domaine. Alors, on peut supposer. Troisième terme, Martin, je vous laisse choisir évidemment. Eh bien, sanneur. Sanneur. Alors, un sanneux, comme on disait, quand on le prononce avec l'accent. Avec l'accent. Sanneux. Un sanneux. Alors, un sanneur, c'est un vétérinaire affranchisseur. C'est quoi ça? Alors, c'est pas un vétérinaire au postier. Oui. Non, pas bah oui, c'est pour ça qu'il fait les deux en même temps. Un affranchisseur, c'était pas un beau métier quand même, puisque c'était celui qui châtrait les animaux mâles. Sympathique. L'affranchisseur. On l'appelait aussi un ongreur, avec un H. D'accord. Ongreur. Donc il castrait les animaux, c'est voilà, ça? Castrer les animaux. Voilà, oui, c'est un métier comme un autre. Mais oui. Mais c'est un mot de vieux français qui est issu du latin sanar. Et sanar qui voulait dire guérir, soigner, penser, traiter. Oui. Et ça s'appliquait surtout aux vétérinaires qui n'avaient pas de diplôme et qui exerçaient en campagne. Parce que les vilotiers, ils en voulaient point de ces gars-là. On préférait avoir le vrai vétérinaire. Okay. Et il y a une chose qui est superbe. J'ai retrouvé dans ce mot une petite légende qui se passe entre Lombron et Notre-Dame de Torçay, en Vallée aujourd'hui, où deux sanneux, qui étaient certainement pas très contents l'un avec l'autre, ils se sont battus en duel, ils se sont tués mutuellement. Et on les a encadrés dans ce carrefour, là où ils s'étaient battus. D'accord. Et je vous garantis, chaque année, le lendemain du jour où il y avait eu le duel, la tombe, elle était sarclée, nettoyée, bêchée. Très bien sûr, les gens, ils sont inquiétés. Oui, c'est sûr. Ils sont allés voir, et puis ils n'ont rien vu du tout.
Et donc là, ils sont partis du principe que Stila, qui venait régulièrement nettoyer la tombe, ben, c'était Lucifer lui-même. Parce qu'il faut vous dire que les Sanneux, on les appelait aussi des mégénieux. Et les mégénieux, c'était des gens, c'était un petit peu des sorciers, on peut le dire. Parce que les Sanneurs soignaient autant les bêtes que les gens. Hein, ils soignaient un petit peu les deux. D'ailleurs, il y a eu un député, je ne sais plus trop où, je crois que c'est dans les Alpes, qui à un moment donné, il y a quelques années de ça, voulait que les vétérinaires viennent soigner les gens parce qu'on manquait de médecins. Allez, quelques mots sur le dernier mot, pardon, Fernand. Sarthe, du coup, un mot de vieux français. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ah oui, c'est mensonge. Oui, je l'ai retrouvé faisant des recherches. J'ai retrouvé ça. Je suis tombé dessus comme ça. Sarthe veut dire défricher, veut dire bêcher, veut dire nettoyer. C'est ce qu'on fait dans Sarthe mois de là. Eh bien, absolument. Absolument. Dans Sarthe mois de là, on défriche le patois meniot. C'est ça. Et la Sarthe, évidemment, en général, à travers la culture, les actions. Absolument. Et merci en tout cas, Fernand. Merci à vous trois d'avoir été mes invités cette troisième partie. Et nous, on va passer aux 5 dernières minutes avec mon invité d'honneur, Delphine Bruyère. Alors Delphine, on parle évidemment de ces ouvrages que vous avez écrits, cette saga, les aventures de Lisa Delalande, journaliste et hors-la-loi. Quand on a préparé l'entretien, ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez commencé à écrire, ou en tout cas à vous faire lire à la quarantaine. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour écrire ? Parce que souvent, enfin moi en tout cas, je manquais de confiance en moi. J'écrivais déjà, mais j'osais pas faire lire. Et puis à 40 ans, je me suis dit, il faut que j'essaye, au moins je verrai ce qu'il en est. Et j'ai essayé, et puis ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne très bien, 4e tome déjà de cette saga. L'histoire, pour l'expliquer, l'histoire de base, c'est cette journaliste qui s'appelle Lisa, qui a une vie paisible au Mans, et il y a des événements qui vont se passer qui vont transformer sa vie. C'est ça. En fait, elle est journaliste à l'Ouest Libre. Et elle a une petite vie paisible, elle a une petite particularité, c'est que son animal de compagnie est une pie. C'est ça. Et sa pie, malheureusement, va décéder. Et elle se rend compte que c'est quelqu'un qui lui veut du mal, qui a tué sa pie, et c'est une injustice qui la met hors d'elle et qui la change profondément. C'est comme si on allumait un interrupteur. En fait, elle change et elle décide en fait de pallier à toutes les injustices qu'elle peut voir et qu'elle ne supporte plus désormais. Et voilà, et elle agit. Justicière par elle-même, évidemment. C'est ça. En fait, elle va s'inventer un personnage avec l'aide d'un adolescent de 14 ans, Thomas, qui va l'aider, lui, plus sur le côté technologie, nouvelle technologie. Et elle va s'inventer un personnage qui va souvent agir la nuit. Donc elle va revêtir une combinaison noire et puis elle va sortir la nuit. Et puis il y a un commissaire, Victor Tesla, qui va essayer de savoir qui elle est. Exactement, en fait. Au début, parce qu'après ça va évoluer évidemment dans les autres tomes. Voilà. C'est un commissaire qui, par hasard, en fait, va la rencontrer puisqu'elle va appeler le 17 pour se plaindre de son voisin qui, elle pense, a tué sa pie. Et ce commissaire est en train de faire de l'optimisation sur la police du Mans et il supporte pas en fait qu'elle appelle juste pour dire on a tué ma pie. Et donc il la convoque. Et puis c'est leur première rencontre. Il sent qu'elle est pas très nette. Et voilà. Et du coup il va la suivre et la découvrir. Et la particularité de ces ouvrages, c'est que vous parlez du Mans. On lit et on est chez nous, dans les lieux qu'on connaît. Étauque-de-Mazie, l'ancien hôpital psychiatrique. Le bâtiment de l'Ouest Libre, ça c'est dans le quartier des affaires à Novaxis. On parle du parc du Gué de Moni, ça parle évidemment à nos téléspectateurs. C'était votre volonté d'associer les lieux qui sont vos lieux à vous aussi ? Alors en fait, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai été obligée de mettre les lieux que je fréquentais souvent. Moi je prends souvent le train, donc le quartier Gare Sud, je le connais très bien, je passe devant Étauque-de-Mazie assez fréquemment et j'ai mal au cœur de voir ce bâtiment qui se dégrade mais bon qui va être réhabilité bientôt. Et je m'étais dit je vais en faire un commissariat, je vais le faire vivre comme un personnage à part entière. Et voilà, et du coup je parle aussi des lieux qui me sont chers mais que j'ai pas forcément toujours le temps d'aller voir et je me déplace et j'en parle également. Le milieu du journalisme, Le Mans, il y a beaucoup de points communs entre Lisa Delalande et vous. Est-ce que vous l'avez créé à votre image ou pas tant que ça ? Alors pas vraiment. Là aussi, c'était la facilité. C'est parce que j'ai eu la chance d'être correspondante de presse au Maine Libre. Donc le milieu d'une rédaction, je connaissais un petit peu. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais la faire travailler dans le milieu journalistique, plus par facilité.
Lisa, c'est plus un patchwork de beaucoup de personnages. Elle a des influences d'un petit peu partout, de gens autour de moi, comme tous les personnages d'ailleurs. Et en effet, elle a sûrement un peu de moi. Donc à découvrir évidemment aux éditions de la Rainette. Donc 4 tomes déjà. La dernière histoire, Les Membres de la Vipère, ça se passe à Londres. On quitte un peu Le Mans, mais on garde nos personnages bien évidemment. C'est ça en fait. Là, Lisa va suivre le commissaire Tesla à Londres et puis ça va la mener un petit peu au point le plus à l'est de l'Angleterre, Lowestoft, où là elle va vivre aussi des aventures un petit peu particulière. J'ai eu oui dire qu'il y avait un 5e tome en préparation. Voilà, le 5e tome est terminé. Lui se passe, enfin pas autour de Le Mans Classique totalement, mais ça parle d'une voiture qui va participer à Le Mans Classique. Donc voilà, du coup là je vais prendre, j'y suis allée l'an dernier, et je vais prendre Le Mans Classique comme décor. À découvrir évidemment dans quelques mois. Aujourd'hui, si on veut se procurer vos ouvrages, comment on fait ? Alors dans les librairies du Mans et puis sur le site des éditions de la Rainette. De la Rainette. Et puis on peut suivre Lisa Delalande aussi sur Facebook et sur son site internet. On met les indications évidemment pour suivre tout ça. Merci d'avoir été mon invité d'honneur. C'était un grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Et on suivra évidemment vos aventures. Et j'espère vous accueillir avant la fin de l'année, dans Sortez-moi de là, pour le nouveau tome. Le Mans Classique. Avant la fin de l'année, ça va être difficile. Avant juin, bon. Oui, par contre, oui. Avant juin, bien évidemment. Oui. Je parlais en année scolaire. Bah oui, là, il n'y a pas de souci. Merci infiniment d'avoir été l'invité de ce Sortez-moi de là. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Nous, on se retrouve dès demain, 18h15, pour une toute nouvelle édition de votre quotidienne. Bonne soirée.